La négritude, à mes yeux, n'est pas une philosophie. La négritude n'est pas une métaphysique. La négritude n'est pas une prétentieuse conception de l'univers. C'est une manière de vivre l'histoire dans l'histoire. L'histoire d'une communauté dont l'expérience apparaît à vrai dire singulière avec ses déportations de population, ses transferts d'hommes d'un continent à l'autre, les souvenirs de croyances lointaines, ces débris de culture assassinés. Comment ne pas croire que tout cela, qui a sa cohérence, constitue un patrimoine? En faut-il davantage pour fonder une identité, se demandait Aimé Césaire. Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver ce jeudi 1er avril de l'an de grâce 2021 pour une nouvelle édition de DBS Matin. C'est la première édition du genre de ce mois qui démarre en trombe. Et d'ailleurs, à notre époque, eh bien, ce jour, on parlait bien sûr du grand mensonge, du vrai grand mensonge. Je ne sais pas si c'est le poisson d'avril, mais vous qui êtes devant le téléviseur, ce n'est pas un poisson d'avril. Vous êtes bien sûr DBS Télévision et c'est DBS Matin qui démarre en trombe. Tout au long de cette autre édition, comme à notre habitude, nous allons continuer à décrypter et surtout à analyser l'information. Hier encore, nous avons eu une victoire. La victoire, eh bien, elle est vôtre, elle est nôtre également, parce que hier, Laurent Koudou-Gbagbo et Charles Blé Goudé ont été acquittés. Il faut le dire définitivement. Ils ne sont plus donc prisonniers. Ils avaient été accusés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Cela, désormais, est tout simplement dans le passé. On espère tout simplement qu'ils auront un avenir glorieux, car rien n'est fait au hasard. Au cours de cette journée encore au cours du débat, nous allons mettre sur la table un autre sujet. Mali, une femme française, eh bien, tue 19 civils. Paris refute. Que comprendre? Ce sera justement notre grande interrogation. Bon réveil à toutes et à tous. Hotep à l'Afrique, Hotep au monde et bienvenue à cette édition de DBS Matin de la semaine. Mes invités sont là ce matin. Pendant ce temps, Gadi Seli, il y a déjà mes panélistes qui me posaient la question, cette chanson est sortie depuis quand? Depuis belle lurette déjà. Hein. Bon, lui au moins, Alassane Draman Ouattara, elle l'a pas chassé. Il a pris de Goris d'ailleurs. Docteur Jean-René Douma, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, M. Steve, merci pour cette autre invitation. Bonjour à tous vos éminents panélistes. Oui. Bonjour aux millions de téléspectateurs de DBS et particulièrement de DBS Matin. Très heureux de vous avoir ce matin sur notre plateau. Merci. Paul est là, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, vous savez, je suis très heureux aujourd'hui pour la nouvelle de l'acquittement total de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. D'ailleurs, je vous ai appelé hier pour vous m'assurer que vous aviez l'information. Et il y a quelque chose quand même qui... En tout cas, l'endroit où j'étais hier, quand j'ai appris ça, bon, tous ceux qui étaient autour de moi ont bien profité parce que je me suis lâché. Et ça s'est ressenti d'ailleurs dans votre voix. Ils savaient que vous étiez entouré de personnes autour d'un verre. C'est parti très vite. Voilà, en tout cas, c'était à l'annonce de cette très bonne nouvelle. Vous rappelez qu'hier, sur ce plateau, justement, on était encore dans des supputations, dans des tergiversations, dans des inquiétudes. Et je crois que, heureusement, la justice finit toujours par triompher. Pas la justice des hommes, qui n'est pas une justice juste, mais la justice divine finit toujours par triompher. Parce que les hommes sont ce qu'ils sont, mais il y a un être suprême qui régit tout et qui ne fait pas cas des incohérences et des injustices humaines. Mais je termine cette petite entame pour dire qu'en réalité, si on veut être logique, si on veut aller jusqu'au bout de la logique en fait, de ce qui a été décidé hier, ça veut dire que quand on acquitte des personnes comme Laurent Koudou-Gbagbo et Charles Blé Goudé, comme eux-mêmes l'ont dit, aucune charge n'a été retenue contre eux. Il y a bien eu des gens qui sont morts en Côte d'Ivoire. Il y a bien eu des civils qui ont été tués. Laurent Koudou-Gbagbo et Charles Blé Goudé, restons logiques, ont été acquittés de toute charge qui était retenue contre eux. Il y a bien un coupable. Ces personnes ne sont pas mortes de pesticides ou de raticides ou de choléra. C'est des gens qui ont reçu des balles, c'est des gens qui ont été assassinés. Laurent Koudou-Gbagbo et Charles Blé Goudé sont acquittés. Aucune charge retenue contre ces deux personnes, dignes et nobles pour le continent africain. Il y a bien des responsables qui doivent payer. Et ils sont là et on les connaît. Et il faut toujours un coupable, hein, pour les là, il faut toujours un coupable. Et il faut, dans une affaire, il y a toujours un coupable et nous voulons le coupable.
D'ailleurs, comme le déclara encore Gadi Seli dans sa chanson, c'est celui qui a perdu les élections qu'on nous a imposées. Patient Parfait, donc bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à Paul, bonjour au docteur Douma, bonjour à nos nombreux téléspectateurs. Bon, écoutez, j'ai essayé de mettre la cravate pour faire un peu de Gbagbo. Non. Non, je crois que tout le monde a relativement soufflé hier, mais à l'énoncé de ce verdict, on a encore été beaucoup plus enragé. C'est-à-dire que voilà, 10 ans de la vie d'un individu qui risque de passer par perte et profit. Absolument. Alors, votre affaire de la CPI, je continue de dire, moi je ne crois pas. Ce n'est pas une justice. Parce que dès le départ, si vous lisez le rapport de juste, je crois, Trafuser, il disait que dès le départ, ils avaient constaté que ce dossier était vide. Mais on a quand même fait traîner 10 ans. À dessein, 10 ans. Cette affaire. Alors, mais ce qui est exceptionnel dans cette histoire, c'est que pour la première fois, on voit un digne africain qui est déporté en Occident. Et ses propres geôliers et commanditaires, finalement le disent, nous ne trouvons vraiment aucune faute contre toi dont tu dois être libre. C'est la première fois que nous le voyons. Les Toussaint d'ouverture, les autres, ils avaient été maintenus en déportation jusqu'à la mort. D'autres avaient été tués, d'autres avaient été exécutés. Mais lui, il va et il revient. C'est vraiment le Sphinx qui renaît de ses cendres. C'est quelque chose d'exceptionnel que nous avons vu en Afrique. Mais maintenant, c'est la suite. C'est pour la suite. Tout à l'heure, pour essayer de dire... bon, il faut quand même qu'on dise que les gens ne sont pas morts comme ça. Pour rien. Mais moi, j'ai écouté hier, parce que ça m'intéresse quand ça concerne l'Afrique, pour regarder ce qu'ils pensent les soi-disant grands éditorialistes des télévisions françaises. Un, c'était Gauthier Rebienski, un nom barbare comme ça. Je ne suis pas obligé de bien prononcer un barbarisme de ce type-là. Voilà. Ce type a donné une indication hier, attention, il faut qu'on reste vigilant et qu'on monte toujours en grade dans la défense de Laurent Gbagbo, de Blé Goudé, mais surtout de la dignité africaine. Il a dit, comme condition du retour de Gbagbo, parce que soi-disant, Gbagbo aurait été condamné par contumace au niveau de la Côte d'Ivoire à 20 ans de prison. Donc, pour que Alassane Ouattara accepte que Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, il a posé deux conditions. La première condition, c'est que Gbagbo demande pardon. Et la seconde condition, que Gbagbo accepte de ne plus participer aux jeux politiques en Côte d'Ivoire. Attention, donc le combat n'est pas encore totalement terminé. Je vous avais dit, pendant la crise électorale la dernière, que si ce monsieur avait été intelligent, comment il s'appelle, Ouattara, l'histoire lui tendait une perche. Et c'était facile pour Ouattara de dire, à partir de ce moment où les choses se passent comme ça, je vais chercher mon frère, il a été acquitté, j'affrète un avion et on revient en Côte d'Ivoire pour préparer la réconciliation. Et je crois que le mot de président Gbagbo n'ont trompé personne. Il rentre en Côte d'Ivoire pour préparer la réconciliation, pour mettre en marche le fait de la réconciliation. Mais les haineux, oui. Non, excuse-moi, c'est juste pour ajouter un peu de la ton ce que tu attends, pas que tu attends, mais que tu suggères, oui, ou effectivement qu'aurait dû faire Alassane Ouattara pour être grand. Je précise juste que en réalité, on ne s'invente pas grand homme quand on est un tout petit homme. Donc, il ne l'aurait jamais fait. Malheureusement, nous lui avons fait des tas de propositions, voilà, pour pouvoir sortir dans la grande porte. On lui a tout dit sur ce plateau. Et prendre de la graine pour grandir. Ma crainte maintenant, c'est que les faucons dans le camp Ouattara et surtout dans le camp de la France décident de transformer cette belle histoire qui finit. C'est rarement que l'histoire africaine se termine comme ça par de super happy end. Tourne au vinaigre, parce qu'on ne sait jamais ce que M. Ouattara et ces fous qui sont au niveau de la Côte d'Ivoire préparent. D'où la nécessité de rester vigilant. Oui, célébrons. Dansons parce que nous avons vaincu le mal dans son propre palais. Mais une fois de plus, ne nous disons pas que le combat est terminé. Il est loin d'être terminé. Nous devons, une bataille qu'on a gagnée, nous devons rester vigilants jusqu'à ce qu'on accepte le retour de Gbagbo. Comme sa femme l'a d'ailleurs demandé à Mme Simone Gbagbo, que vraiment c'était le moment arrivé pour Ouattara de prendre son avion, aller chercher son frère, revenir au pays pour qu'on prépare la réconciliation. Nous n'avons plus besoin de haine, de violence, de chasse aux sorcières, de rancœur, j'allais dire je ne sais pas, on a besoin d'apaisement, on a besoin de tourner la page de cette période. Le monde entier a vu, le monde entier sait qui
était la victime et qui a été le bourreau. Malheureusement, Alassane Dramane Ouattara ne pense pas comme vous. Hein. Messieurs, il faudrait que vous le sachiez, il ne pense pas comme vous, il pense tout simplement à une seule chose, à son siège. Et d'ailleurs, il faut préciser par ailleurs que celui qu'on déclare être son frère est son fils. Il a bien choisi. N'oubliez jamais ça. Et pendant ce temps, ce qui m'a surpris hier, moi personnellement, c'est la sortie de Guillaume Kibafou-Soro et sans oublier Henri Konan Bédié, qui étaient des traîtres justement en 2011 et qui ont appuyé Alassane Dramane Ouattara. Mais ce n'est pas le sujet, messieurs. Nous allons y revenir forcément demain pour en parler. Mali, une frappe française tue 19 civils, conclut une enquête. Paris refute. Que comprendre? C'est notre grande interrogation de ce matin. Mesdames, messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Voici le débat. Une frappe française tue 19 civils, conclut une enquête. Paris refute. Que comprendre? Messieurs, j'espère que vous vous souvenez. Une enquête de l'ONU conclut qu'une frappe aérienne française au Mali en janvier a tué 19 civils à un mariage et non pas seulement des djihadistes comme la France l'affirme. Paris a réagi et refute de nouveau toute bavure. Vous vous rappelez justement qu'en janvier dernier, sur ce plateau, nous en avons parlé de cette bavure qui venait de la France. La France avait refuté en nous faisant comprendre que jamais ce n'était pas un mariage, c'était plutôt un groupe de terroristes qui jouaient à pile ou face. Messieurs, au terme donc de l'enquête menée par la division des droits de l'homme de la mission de l'ONU au Mali, appuyée par la police scientifique des Nations Unies, sur les événements survenus le 3 janvier près de Bounti, au centre du Mali, la MINUSMA est en mesure de confirmer la tenue d'une célébration de mariage qui a rassemblé sur le lieu de la frappe une centaine de civils, parmi lesquels se trouvaient 5 personnes armées. À se demander s'ils voyaient ces personnes armées. Membres présumés de la Katiba Serma assure d'ailleurs le résumé du rapport. Selon ce rapport qui commence à faire jaser, la Katiba Serma est affiliée au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans GSIM ou GNIM en arabe, alliance djihadiste elle-même affiliée à Al-Qaïda. Au moins 22 personnes ont été tuées, dont 3 des membres présumés de la Katiba Serma, 19 sur le coup, 3 au cours de leur évacuation, affirme d'ailleurs ce document. Le groupe touché était très majoritairement composé de civils qui sont des personnes protégées contre les attaques au regard du droit international humanitaire, poursuit la MINUSMA qui recommande aux autorités maliennes et françaises de diligenter une enquête indépendante, crédible, mais surtout transparente. Elle préconise d'examiner les processus préalables aux frappes, voire de les mobiliser. Elle recommande aussi aux Français et aux Maliens de chercher à établir les responsabilités et d'octroyer, le cas échéant, une réparation aux victimes et à leurs proches. À la question de savoir s'ils pensaient que la France était rendue coupable d'un crime de guerre, un porte-parole de l'ONU, en conférence de presse, a indiqué s'en tenir au rapport. C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Il déclare, et je cite, messieurs, ce n'est pas un rapport conclusif, il demande une enquête plus approfondie, a-t-il souligné avant d'ajouter, ce que les auteurs du rapport ont trouvé soulève beaucoup de questions et de préoccupations. Comme à son habitude, le gouvernement français fait feu de tout bois pour se dédouaner. Le ministère français des Armées a refuté dans la foulée toute bavure au Mali et émis de nombreuses réserves sur l'enquête des Nations Unies. Le ministère maintient avec constance et réaffirme avec force que le 3 janvier dernier, les forces armées françaises ont effectué une frappe aérienne ciblant un groupe armé terroriste identifié comme tel, près de Bounti au centre du Mali, souligne-t-il. Il émet également, messieurs, on va le dire comme ça, de nombreuses réserves quant à la méthodologie retenue et ne peut considérer que ce rapport apporte une quelconque preuve contredisant les faits tels que décrits par les forces armées françaises. Cette enquête oppose des témoignages locaux non vérifiables et des hypothèses non détaillées à une méthode de renseignement robuste des armées françaises encadrée par les exigences du droit international humanitaire, rétorque aujourd'hui et encore le ministère français des armées qui juge dans ce contexte impossible de distinguer les sources crédibles des faux témoignages d'éventuels sympathisants terroristes ou d'individus sous influence, y compris la menace des groupes djihadistes. Dans ces conditions, le ministère français des Armées estime que les allégations portées sur l'action de la force et sur son intégrité sont non fondées et maintient fermement sa version des faits, conclut-il. Eh bien, messieurs, rappelons-nous que le 7 janvier, l'état-major français avait donné sa version des faits. Je cite, plus d'1 heure avant la frappe,
un drone Reaper a détecté une moto avec 2 individus au nord de la RN 16, axe routier reliant Bamako à Gao. Le véhicule a rejoint un groupe d'une quarantaine d'hommes adultes dans une zone isolée. L'ensemble des éléments de renseignement en temps réel ont permis d'identifier formellement ce groupe comme appartenant à un GAT, un groupe armé terroriste, pouvait-on lire dans un communiqué daté du 7 janvier dernier. Quant à la possibilité de livrer les images qui dissiperaient les doutes, je me tourne vers vous, Paulela, le colonel Frédéric Barbie, porte-parole de l'état-major des armées françaises, avait déclaré le 2 février dernier sur France 24 qu'il était hors de question de fournir des images qui permettraient à nos ennemis actuels de dévoiler nos modes d'action et de leur donner un avantage significatif. Pourtant, il continue à le déclarer, ce n'était pas un mariage, c'était un groupement de 40 personnes bien armées. Pourtant, au sol, les 19, alors les 22 personnes qui ont été tuées, il faut préciser, messieurs, n'avaient aucune arme sur eux, n'avaient aucune bombe et participaient à un mariage. Jusqu'à preuve du contraire, eh bien, la France dit niet, elle n'est pas au courant de cette histoire, elle a plutôt bombardé avec son drone, messieurs, un groupement de djihadistes. Et pendant ce temps, messieurs, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Que comprendre justement? Parce qu'aujourd'hui, la France persiste, signe, avec la dernière énergie, elle n'est pas coupable. Paul est là. Rien de nouveau sous le soleil, Steve. Absolument rien de nouveau. On est dans un schéma qui est vieux depuis au moins un siècle aujourd'hui avec la France. On a d'un côté des crimes français sur des civils qui ne datent pas d'aujourd'hui et qui ne datent pas que de janvier 2021, pardon, sur ces civils-là. Et on est coutumier du fait également de la France négationniste qui est toujours en train de nier ses crimes et ses forfaits sur l'Afrique et notamment sur des civils. Et depuis janvier que cette histoire est sortie et que des gens en parlent, la France s'est toujours montrée, s'est toujours inscrite en faux, a toujours démenti. Mais aujourd'hui, c'est un rapport de l'ONU du fait d'une enquête qui fait état justement de l'effectivité de la tuerie de 19 civils. Au moins 19 civils. On parle même de 22. C'est le minimum, 19. Pourtant, on sait très bien que c'est largement au-delà. Alors, j'ai dit tout à l'heure, à l'entame de mon propos, que la France est coutumière du fait, d'une part, des crimes contre l'humanité, parce que c'est de ça qu'il s'agit quand on parle de crimes sur des civils, et d'autre part, de la négation systématique de ce qu'elle sait pourtant être les atrocités commises de son fait et de façon très très souvent délibérée. Quand on voit les faits aujourd'hui qui concernent le Mali, aujourd'hui on en parle un peu plus parce qu'il y a l'ONU qui s'en mêle à la suite de ce rapport. Mais qu'est-ce qu'on dira des civils morts par milliers en Côte d'Ivoire? On parlait tout à l'heure de l'acquittement de Charles Blé Goudé et de Laurent Gbagbo à la suite de la crise ivoirienne de 2010-2011. Qu'est-ce qu'on dira des civils libyens qui ont été tués, assassinés par milliers, du fait notamment de l'armée française? Qu'est-ce qu'on dira de tous les civils qui meurent tous les jours, soi-disant du fait de l'intervention française en Centrafrique, des enfants qui sont violés par des pédophiles militaires français? Qu'est-ce qu'on dira des civils qui meurent tous les jours au Niger, du fait prétendument du combat contre des djihadistes imaginaires? Qu'est-ce qu'on dira de la France qui, soi-disant, intervient pour protéger les civils d'un djihadisme qu'elle-même, elle conçoit, finance et prétend combattre? Qu'est-ce qu'on dira de tous ces civils qui meurent à l'est du Congo, au nord Kivu, au sud Kivu, du fait justement du pillage systématique des multinationales? Parce que quand on parle des civils qui crèvent, il n'y a pas que les armées. Il n'y a pas que les armées qui tirent sur les civils. Vous vous rappelez en Côte d'Ivoire de l'armée française qui avait carrément tiré sur des civils désarmés qui manifestaient, vous vous rappelez? Justement. Donc, ça c'est dans l'histoire la plus récente.
si vous voulez qu'on remonte, on peut toujours remonter. Vous avez les massacres en Algérie, de Sétif, de Guelma, de Kerata. Vous avez les massacres au Nigeria lors du financement par la France de la guerre du Biafra. Vous avez au Cameroun les morts à l'est de la Lomidine. Vous avez les morts à l'ouest du Napalm. Vous n'avez que ça. L'histoire entre la France et l'Afrique est jonchée de cadavres et écrite en lettres de sang. Et c'est toujours la même France qui clame haut et fort son innocence alors qu'elle est derrière l'essentiel des forfaits qui minent l'Afrique. Donc, moi, vous savez, j'ai une habitude, je suis sûr que vous l'avez déjà remarqué. Chaque fois qu'on parle d'un sujet, je me retourne toujours vers mes frères africains. Parce qu'en réalité, c'est eux notre intérêt principal, c'est eux notre enjeu. Oui. Vous êtes conscients et vous êtes, nous tous ici sur ce plateau, on se souvient que, d'ailleurs c'est une histoire de tous les jours, qu'on entend des gens dire, vous tirez trop sur les Français. Ils vous ont même fait quoi? Vraiment, vous exagérez, vraiment c'est du complotisme, vous faites de la victimisation, vraiment vous pleurnichez. Mais j'espère que maintenant que l'ONU s'en mêle et sort ce rapport, comme ces gens en général, quand c'est nous, c'est de la victimisation, mais quand c'est les Occidentaux, ils trouvent que c'est parfait, c'est la bonne information. J'espère qu'ils vont commencer à comprendre que ce qu'on dit à longueur de plateau, à longueur de journée, dans nos écrits, dans nos interventions, dans nos conférences, ce n'est pas du complotisme, ce n'est pas de la fabulation, ça ne relève pas de nos fantasmes. La France est réellement en guerre contre les peuples africains. Voilà comment il faut présenter la chose. Parce que on ne peut pas comprendre qu'un pays, soi-disant grande puissance, qui prétend ne pas avoir besoin de l'Afrique, n'arrête pas de piller l'Afrique systématiquement et d'avoir des bases militaires dans tous les coins de l'Afrique. Pourquoi y faire? Si ce n'est justement pour semer la terreur, le chaos et ensuite tirer ses marrons du feu de façon illicite, de façon illégale, de façon outrancière. Donc, je pense que ce rapport de l'ONU ne fait que lever un pan. Ce n'est qu'une partie visible de l'iceberg, de l'horreur, de la vérité. Si ce n'est pas un plan, aussi. Allez savoir. De toute façon, moi, ce qui m'intéresse, c'est au moins qu'on mette en lumière ce que nous dénonçons depuis toujours et qu'on traite de complotistes et qu'on traite... Nous avons parlé justement de ce sujet en janvier dernier. Hein. Exactement, exactement, on en avait parlé. Justement, en janvier dernier. On avait mis cela sur la table, je me souviens bien de cette émission. Et donc, beaucoup de gens justement trouvaient qu'on affabulait et que vraiment on aime bien prendre la France pour notre souffre-douleur et que le vrai problème c'est nos dirigeants. Vous connaissez ce discours. Vraiment, il ne faut pas qu'on accuse l'extérieur. Non, à un moment donné, sans faire de la victimisation, il faut, même pas à un moment donné, de façon permanente, il faut rétablir les faits, la vérité et identifier les bourreaux et les coupables. Et c'est ce que nous avons toujours essayé de faire et que nous continuerons de faire. Donc cette sortie de l'ONU laisse penser que il y a, comme je disais pour Laurent Koudou-Gbagbo et Charles Blé Goudé qui ont été acquittés totalement hier, il y a une justice divine qui n'est pas la justice des hommes, une justice naturelle qui fait qu'à un certain moment, la vérité finit toujours par sortir. Voilà ce que je peux dire pour l'instant sur ce sujet. Docteur Jean-René Douma, jusqu'à preuve le contraire, depuis janvier dernier, les autorités maliennes ont demandé les vidéos de cette attaque et surtout de cette frappe sur les civils. Ça, il faut le préciser également. La France a dit niet. Hier encore, lors de la sortie de ce rapport, on a demandé, et cette fois-ci c'est l'ONU qui le dit, une autre, il faut le dire, la vidéo de cette frappe, puisqu'il parlait de drones qui ont vu 40 personnes bien armées. Eh bien, l'ONU demande justement cette vidéo. Jusqu'à preuve de contraire, la France dit non. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Alors, Steve, je vais d'abord m'incliner devant les morts civils qui ont été atteints par cette opération massacreuse et puis adresser mes condoléances aux familles endeuillées. Oui. Mali, une frappe française tue 19 civils, conclut une enquête. Paris refute que comprendre. Pour comprendre davantage ce thème qui est hyper actuel, Steve, je pense qu'il faut me permettre de revenir sur 2-3 choses. Allez-y, essentielles. docteur. Pourquoi le Mali
quand on parle de frappe française, de quoi s'agit-il exactement? Avant d'atterrir sur les vidéos qui ont été réclamées par le gouvernement malien et la prétendue communauté internationale qui aurait mené également cette enquête. Ouais. Alors, il faut dire à nos téléspectateurs, aux Africains en particulier, un certain nombre de choses concernant ce qui est arrivé. Oui. Parce qu'il y a un proverbe chez nous qui dit que lorsque vous cognez le pied et vous tombez, il ne faut pas regarder seulement là où vous êtes tombé. Il faut regarder là où vous avez heurté avant de tomber. Donc, pourquoi le Mali? Le Mali, parce que le Mali fait partie de 5 pays dans lesquels la France avait prévu, organisé ce qu'on appelle l'opération Barkhane. Oui. Cette opération qui est donc indiquée pour pouvoir enrayer, n'est-ce pas, les actions, les velléités des djihadistes dans la zone sahélo-saharienne. Et ça, c'est depuis 2014, Oui. précisément le 1er août 2014. Mais il faut que je précise à ce niveau que ça aurait été sur la demande d'un président malien Oui. qui sentait son pouvoir menacé par l'irruption de ces djihadistes au niveau de la frontière du nord du Mali et qui aurait donc demandé une intervention de la France. Et c'est dans ce cadre-là que l'opération Barkhane a donc été mise en place avec pour mission, première mission donc, enrayer les velléités de ces djihadistes-là. Exact. Deuxièmement, essayer de rétablir l'ordre sur le plan national, n'est-ce pas, de l'État malien pour que le Mali ait la main mise sur tout son territoire. Et troisièmement, et ça c'est un point extrêmement important pour ma part, c'était de permettre à l'armée nationale malienne de pouvoir reprendre véritablement toute son autorité sur le territoire malien. L'opération Barkhane dure donc depuis pratiquement 7 ans. Depuis 7 ans, les djihadistes apparemment sont toujours là. Ça c'est un aspect. L'autre aspect, donc, c'est que lorsque vous regardez le dispositif, n'est-ce pas, de l'armée française qui est déployée, pas seulement au Mali, mais dans les 5 pays, le Burkina Faso par exemple, le Tchad, la Mauritanie, le Niger, etc. Et là où vous avez par exemple les bases principales, ok, vous avez des bases opérationnelles et puis vous avez ce qu'on appelle, ils appellent les bases aériennes qui sont par exemple au Gabon, au Tchad, en Côte d'Ivoire, au Sénégal également. Les bases, vous vous rendez compte que c'est un dispositif, sans que je sois un spécialiste des questions de guerre, c'est un dispositif d'annexion carrément. Parce que ces bases qui ont des missions bien précises et qui sont stratifiées pour pouvoir déployer certaines attaques, à mon avis, ce dispositif immense, grandissime, et un dispositif de feu est un dispositif d'annexion pour rejoindre un peu sur ce pan-là ce que Polela a dit, parce qu'il a chuté en disant qu'il pense que la France est en guerre avec les pays africains. Oui. Je pense que lorsqu'on regarde un dispositif de cette envergure, on ne peut pas simplement se limiter aux 19 civils, 22 civils qui ont été tués par cette attaque. Donc, il faut regarder les choses de manière plus large et puis s'interroger sur comment est-ce qu'il faut procéder désormais pour que des je ne sais pas si je dois appeler ça bavure, comme celle-là ne puisse plus se reproduire. Parce qu'il y a eu tellement de crimes avant qui n'avaient rien à voir avec cette intervention française aujourd'hui. Maintenant, comment peut-on confondre la célébration d'un mariage à un regroupement de djihadistes avec tout le dispositif de renseignement qui est mis en place? Oui. Parce que sur ce plan-là, je pense que la France est vraiment une puissance en termes d'information, en termes de positionnement pour pouvoir savoir là où il y a tel ou tel danger. En plus,
dans le dispositif, la France bénéficie de l'appui des Américains en termes de renseignement. Et d'après les documents que j'ai parcourus, ce renseignement représente pratiquement 50% pour la contribution, n'est-ce pas, au renseignement de la France pour pouvoir intervenir dans des opérations comme ça. Mais bon sang, comment peut-on confondre le mariage avec des civils à un attroupement de djihadistes, c'est-à-dire des terroristes de haut vol? Et ça, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre, parce que la réponse, à mon avis, elle est là. Avec tout le renseignement, avec la qualité des informations dont vous disposez, et quand vous intervenez, vous devez être certain, parce que quand il s'agit des civils, mieux vaut s'abstenir que d'attaquer quand il y a au moins un civil. Monsieur Ndouma, juste un élément oui, bien sûr. Dans ce sens. Je rappelle, Steve, que justement, il est dit que après cette frappe-là, la preuve que c'était effectivement des civils, on n'a retrouvé aucune trace de djihadistes. Et c'est pas des traces de djihadistes en général. C'est des armes, c'est des motos, puisqu'ils circulent en moto. Oui, il n'y a aucun élément, c'était juste pour te rejoindre, il n'y a aucun élément après les frappes, puisqu'après les frappes, on peut bien aller sur le site. Et les gens sont allés sur le site, il y a eu d'un passage sur ce site, et il n'y a pas eu le moindre indice du moindre djihadiste. Donc c'était juste pour aller dans ton sens, parce qu'effectivement... Merci. Et effectivement, d'après ce rapport-là, il n'y a pas de traces sur les lieux de la scène. Donc, il y a beaucoup de questions qui restent suspendues, parce que la vérité n'est pas encore mise à nu, même s'il y a une enquête qui doit approfondir tout ça. Pourquoi est-ce que la France ne mettrait pas à la disposition du gouvernement malien ou de la prétendue communauté internationale les vidéos qui sont, n'est-ce pas, en rapport avec l'opération, puisqu'elle dit qu'elle a frappé les djihadistes et pas des civils. Et donc, ça peut servir d'élément de preuve pour pouvoir effectivement asseoir que oui, la France a eu raison, elle n'a pas tué les civils, elle a effectivement tué les djihadistes. Donc, le fait de ne pas mettre à la disposition du gouvernement, d'une part malien et d'autre part de l'ONU, ne pas mettre à disposition ces vidéos renforce la suspicion vis-à-vis de la France, d'avoir effectivement frappé sur les civils exprès. Alors, si tel est le cas, au moment où nous savons que le peuple malien est en train de réclamer vraiment avec beaucoup d'ardeur et d'envergure le retrait des troupes françaises du Mali, le démantèlement des bases militaires françaises au Mali, en Afrique d'ailleurs, puisque ça, ce n'est pas simplement c'est pas une question portée par le peuple malien seul. Oui. Ça, c'est une préoccupation des Africains en général, la mienne également, parce que vous ne pouvez pas être dans votre pays et vous avez plusieurs présences d'une puissance étrangère au sein de vos pays qui prétend vous protéger, alors que plus le temps passe, moins on a l'impression d'être protégé. Donc, oui, effectivement, il y a lieu que la France nous apporte la preuve du contraire de cette pré-enquête, qu'elle est innocente dans cette affaire, parce que nous en avons marre. Il y a eu tellement de successions d'événements, de crimes, etc., qui n'ont pas encore été éludés. Et si aujourd'hui, encore au XXIe siècle, on doit vivre un massacre de 22 civils par une grande armée, soi-disant, éthiquement parlant, oui. Il faut bien s'interroger. Donc, il est question là que la France donne des éléments pour que les Africains soient fixés définitivement sur cette action qui ne fait que faire des pleurs. On vous comprend parfaitement, Dr Ndouma. Patient parfum d'homme, où sont passées les ONG internationales qui ont souvent l'art d'accuser les pays africains de bavure militaire? Où est passé Human Rights Watch? Où sont passés les autres pour justement venir accuser l'armée française d'avoir tué 22 personnes au Mali le 3 janvier dernier? Donc, moi, je vous pose une question qui a vraiment du sens, parce que, bon,
On en a écouté les sornettes à ne pas en finir ici quand il s'agit des armées dites africaines. Là, on voit très bien que quand on est sur le terrain de la guerre, sur ce champ militaire, une bavure ne peut pas être exclue. Le risque zéro n'existe pas. Oui. Parce qu'en réalité, on est face à des éléments dont la réalisation de certains actes ne sont pas totalement sécurisés à 100%. Il peut arriver un moment où il y a quelque chose qui déconne et que, bon, ça déglingue, et puis il y a des choses comme celle-là. Maintenant, dans le fond de ce débat, moi je crois que nous sommes ici en plein dans une distraction. L'ONU et la France nous embarquent dans ce que j'appelle de la Distraction. parce qu'il faut qu'on arrête, parce que ça revient même au procès de Gbagbo. J'ai écouté quelqu'un qui m'appelait et me dit que bon, parfait, tu vois, la CPI peut quand même rendre justice. Bon, Quelle justice, c'est bon, c'est de pareilles conneries. Vous voyez, les gens, hein, et c'était un monsieur sérieux. N'importe quoi. Il m'a appelé et me dit que parfait, je te dis, tu es trop sceptique. Tu vois, la justice internationale existe. Et par moment, il peut rendre justice. La preuve, Gbagbo est libéré. Il y a même des journaux. C'était complètement partout à ça. Il y a même des unes de journaux qui ont dit voilà la preuve que la CPI, des journaux africains, voilà la preuve que la CPI est une justice impartiale. Voilà. N'importe quoi. Donc, vraiment, je ne sois pas la planète Max. C'est incroyable que les Africains soient à ce niveau de raisonnement. C'est incroyable. C'est incroyable. Pour la France et l'ONU, ces jeux-là ne nous intéressent pas. Ne nous intéressent pas. La France est incapable d'assurer la sécurité sur l'ensemble du territoire malien. C'est pas possible. Ils n'en ont pas les moyens. Douma l'a dit tout à l'heure. Les moyens, c'est seulement pour transporter les troupes. Ils sont complètement dépendants des Américains, qui ont des gros porteurs. La France n'en a pas. Si il n'y a pas de gros porteurs américains, la France ne peut pas déplacer ses troupes d'un point A vers un point B. Sur le Mali, le territoire malien, ils ne peuvent pas. Le Mali, c'est très grand, ce n'est pas la petite France. Hein. Regardez bien la carte du Mali, ou bien sortez les chiffres en termes de kilomètres, carrés pour chaque État. Vous allez mettre les mains sur la tête. C'est pas ça. Le Mali, c'est plus d'1 million de... C'est plus d'1 million de kilomètres carrés. Comparé à la petite France qui a autour de 600 000, je ne sais pas, métropolitaine et c'est dom-tom compris. Vous voyez? Donc, c'est pas ça. Deuxièmement, je vous avais dit la sécurité de nos territoires en Afrique et de nos peuples doit dépendre des Africains eux-mêmes. Quand vous prenez la France comme ça, le Mali pour lui est devenu un terrain de jeu géopolitique, mais aussi un terrain d'entraînement pour ses militaires. Bien sûr. Vous croyez qu'ils s'entraînent où? Ils fabriquent les armes, ils n'ont pas d'espace où s'entraîner. Ils ont un grand espace où ils vont faire des simulations d'entraînement de gauche à droite et de temps en temps, et ça un peu. Effectivement. Est-ce que le mariage, ce n'est pas un terroriste qui est en moto là-bas? Tirons un peu, après on va voir. On envoie des stagiaires. On envoie des stagiaires qui viennent faire le stage. C'est tout. Donc ils peuvent faire une bavure, l'armée est là pour couvrir, il n'y a rien à faire. Donc la sécurité du Mali, la sécurité des peuples et des États africains ne peuvent pas dépendre d'un pays qui est hors de notre continent. Absolument. Surtout quand ce pays-là a des problèmes avec nous, un contentieux. N'est-ce pas justement cette France qui alimente le terrorisme? Ouais, au-delà de ça, le fait qu'il alimente le terrorisme, c'est qu'ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Vous voyez comment l'Algérie est grande, mais c'est que qui s'occupe de la sécurité de l'Algérie? Ce sont les Algériens eux-mêmes. Ils ont compris. Quand il y a eu une prise de tâche, je crois, à une menace là, dans une zone gazière, comment dire ça, un parc gazier algérien, les Occidentaux, les Américains, les Français ont dit aux Américains, non, surtout aux Algériens, laissez-nous vous apporter notre aide, notre machin. Les Algériens ont dit que, ah, monsieur, arrêtez ça, on va régler ça à huis clos. Et ils l'ont réglé. Bien sûr. Ils l'ont réglé. Nous sommes là, la France arrive, on dit, la France ne peut rien faire. Elle ne peut absolument rien faire. Elle n'a pas les capacités pour en réalité endiguer, n'est-ce pas, le phénomène terroriste au niveau de la zone sahélo-sahélienne. C'est pour cela que je reviens sur ma proposition. Il faut que l'Union africaine se secoue. Qu'elle essaie un peu, n'est-ce pas, de se bouger le cul, excusez-moi l'expression. Parce qu'il n'y a que les armées africaines qui sont capables d'apporter une réponse adéquate à cette affaire-là. Regardez ce qui se passe au Nigeria, dans la forêt de Sambisa. C'est bien l'armée nigérienne, mais surtout l'armée camerounaise qui est au feu là, actuellement. Il faut qu'on revienne sur un débat sur la résurgence de Boko Haram dans l'extrême nord du Cameroun et même dans la zone, dans l'état de Borno au Nigeria. Ça devient très inquiétant. Les gens font des débats ici souvent, ils font des postes, ils insultent l'armée, ils savent du champagne quand on tue un militaire dans le Nozo,
Mais ils ne se rendent pas compte du sacrifice de ces gamins-là, de ces jeunes, pour contrer Boko Haram. C'est grave ce qui se passe à l'extrême nord du Cameroun. Vous avez vu que le gouvernement a encore envoyé des renforts militaires là-bas. Je vous dis que la situation est très, 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 très grave. Ce qui se passe à l'extrême nord du Cameroun. Mais on voit la bravoure de la jeunesse africaine, de l'armée nigérienne. Le Buhari a reçu en visite le maréchal du Tchad dernièrement, parce que je pense qu'ils sont en train de réfléchir pour redéfinir et recoordonner, n'est-ce pas, la réponse adéquate par rapport à cette attaque terroriste au niveau de la zone de lac Tchad, de Boko Haram. Donc la France ne peut pas régler ce problème. La France persiste ici au niveau du nord du Mali pour ses intérêts, uniquement ses intérêts. Et c'est pour cela que la France a voulu faire de Kidal une zone qui n'est pas accessible à l'administration, mais surtout à l'État, au pouvoir de l'État malien. Elle a voulu faire de cet espace-là des espaces où il y a des expérimentations militaires, mais aussi des expérimentations qui vont fouiller ce qui est dans le sous-sol. Quand vous n'êtes pas là-bas, ils font ce qu'ils veulent. Les militaires sont là-bas seuls, vous n'êtes pas là. Mais il y a des zones qui sont comparables à la superficie du Cameroun, où l'État malien n'a pas pied. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de ce que ces gars peuvent faire là-bas? Donc c'est ça qu'il s'agit. Donc l'ONU le sait. L'ONU le sait pertinemment. Donc quand ils viennent faire... Ils sont même de connivence. Mais ils sont plus que de connivence. Il y a eu une bavure. Les bavures existent toujours. L'histoire des mariages qui tournent en bavure, il y avait déjà eu en Afghanistan avec l'armée américaine. Vous vous souvenez? Justement. Il y avait déjà eu en Afghanistan avec l'armée américaine. C'est-à-dire le gars est dans son désert au Texas. Il est dans un conteneur. Et il pilote à partir de son conteneur au Texas. Comprenez très bien ce que je vous dis. Un drone Predator qui survole l'Afghanistan et qui va aller détecter qu'il y a un mariage ou bien c'est les djihadistes et qui va bombarder à partir de son conteneur au Texas. Mais c'est incroyable. Et vous pensez que le risque zéro d'une petite bavure ne puisse pas exister? Ce qui m'étonne, c'est l'entêtement de Paris pour dire qu'il n'y a pas eu de bavure. Donc c'est pour eux, nos vies ne comptent Tout pas. simplement. Nos vies ne comptent pas. Ce qui est important pour eux, c'est d'entraîner le militaire pour qu'il soit plus aguerri à pouvoir être déployé sur les champs, n'est-ce pas, de combat dans les jours à venir. Mais surtout, bien maîtriser le terrain africain. Au-delà du fait que ceux-là font cet entraînement permanemment là. Mais ils maîtrisent aussi le sol africain. Ils savent où est-ce qu'on peut passer, quelle est la difficulté qui est à gauche, quelle est celle qui est à droite, comment on peut la contourner. Ils maîtrisent les saisons, ils maîtrisent les températures, ils maîtrisent les vents, etc., etc. Ils connaissent tout. De manière pratique sur le terrain. Ce n'est pas dans les livres, ce n'est pas une question théorique, non. Et nous sommes où? On est nulle part. L'armée camerounaise qui affronte Boko Haram aujourd'hui, ce n'est pas la même armée camerounaise il y a cela 15-10 ans. Impossible. Elle a pris de la graine, monsieur. Parce qu'elle est sur le terrain. Elle n'est plus dans la théorie. Elle n'est plus dans la théorie. Elle est dans le champ pratique. Et elle comprend les difficultés et elle améliore, n'est-ce pas, sa capacité de réaction par rapport à ce qui se passe. Donc que l'ONU nous laisse tranquille. Que l'ONU arrête de nous balader. L'ONU ne peut pas demander à la France de mettre fin au franc CFA. Il ne peut pas le demander de mettre fin au franc CFA. Quand on dit, les gens disent que nous sommes, comment tu as dit ça? Nous sommes... un complotiste. Non. La victimisation des pleurnicheurs. Oui, quand on s'entête à taper sur Paris, oui, on va s'entêter, monsieur. Vous ne vous entêtez pas, nous on va s'entêter. Parce qu'il faut arrêter avec cette comédie-là. C'est une véritable comédie. Donc, nous sommes face à une véritable comédie. Donc, honnêtement, entre Paris et l'ONU, vraiment, qui continuent de cuire leur petite soupe dans leur petit coin, on ne viendra pas les déranger, mais surtout, qu'ils ne nous emmerdent pas avec des faux problèmes comme ce problème. Ils savent pertinemment ce qui se passe au niveau de l'Afrique. Ils ont fermé les yeux, ils ont donné carte blanche à Paris. Le monde occidental fait de Paris son pont avancé de sa présence dans cette zone-là, qui est extrêmement riche, parce que, comme disait quelqu'un, l'Afrique, finalement, est considérée comme le soleil de notre planète. Pourquoi? Parce que tout le monde tourne maintenant autour de l'Afrique. Comme les astres, n'est-ce pas, qui tournent autour du soleil. Hein? La rotation maintenant, c'est autour de l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'il y a à manger. Nous sommes riches, monsieur Ngos. Et parce qu'ils sont en train de périr là-bas. Nous sommes riches, monsieur Ngos. Regardez les petits difficultés qu'ils ont. Un petit truc comme ça, Corona. Maintenant, ça désingue pas. Ils ne savent même plus par quel pour tenir l'affaire. Hein, Macron dit un truc aujourd'hui, il dit le contraire. Après, demain, il mange la bouche, il ne sait même plus quoi faire. Ils sont complètement perdus. Et vous êtes dans un paradis et vous ne vous rendez pas compte et vous laissez les petits blancs becs comme ça, vous dites que c'est eux qui vont assumer votre sécurité. Mais je ne comprends pas. L'Union africaine doit se secouer un peu.
On le dit, on le répète, on va le répéter et on va le redire. Donc, pour moi, ce qui s'est passé à Bonti, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que la France dégage, que l'armée française parte de notre sol, même avec ces terroristes, soi-disant, je ne sais pas quoi, les djihadistes là, ce sont des frères, ce sont des Africains pour la plupart. On peut trouver des moyens pour s'asseoir, discuter de quel est notre problème. Mais discutons. Moi, je ne suis même pas opposé au fait que même nous là, on puisse discuter avec les gars de Boko Haram. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils vont aller où? Tout le monde ira au paradis en passant par la Mecque. Est-ce que c'est vrai? Je crois qu'il n'y a pas que des gens bêtes et idiots dans ce secteur-là. Donc, moi, je pense que l'Afrique doit, en même temps, construire une riposte musclée par le biais d'une task force militaire que j'appelle de tous mes voeux, et couper ça par une diplomatie de dialogue avec ces groupes un peu fêlés qui ne comprennent pas le sens de l'histoire. Mais si, comme je le dis, je le repropose, une armée camerounaise, tchadienne, nigériane, du Niger, l'Algérie, la Mauritanie, et on y ajoute, n'est-ce pas, les armées comme les armées éthiopiennes, angolaises, et je ne sais pas, même sud-africaines et égyptiennes, Rwandaises. Le Rwanda, le Burundi, évidemment. Vous pensez que vos affaires de djihadisme là, au désert, là, ça va tenir même encore un mois? Ça ne peut pas. Ça ne peut pas tenir encore un mois. Et vous avez vu l'étendue là, quand vous voyez 3 véhicules militaires comme ça qui font la colonne pour aller chercher un djihadiste lui qui est à moto. Bon, moi je n'ai pas fait vraiment de stratégie militaire, mais je me pose des questions. C'est ridicule. Je me pose des questions. Complètement. C'est-à-dire, on entend le renflement de leur moteur à 1000 km. Parce que le désert, tout est calme, c'est plat. Je vais faire comment? Je vais rester là comme ça, les attendre? Je vais partir. Donc je pense que aux Africains de prendre leurs responsabilités. Quand on dit aux Africains de prendre leurs responsabilités, c'est pour dire que nous avons la capacité, les moyens humains, techniques, pour contrer, n'est-ce pas, cette menace djihadiste dans le désert. On les appelle les Katibas. Ce sont des petites cellules de 5 à 10 personnes qui agissent. Hein? 5 à 10 personnes qui sont dans les petites cellules disséminées de gauche à droite, qui prennent l'information, qui renseignent les cellules opérationnelles et qui frappent. Nous aussi, on peut s'adapter. On peut adapter nos armées et notre riposte à cette tactique-là et les contrer suffisamment, surtout en impliquant des populations, comme ce fut le cas des demandes à Dabanga. On a risqué gros à Dabanga. Justement. Vous le savez? Oui. Ce sont les populations qui ont informé l'armée que, attention, nous sentons qu'il y a une déferlante des combattants de Boko Haram qui sont en train de venir vers votre camp. Ils étaient plus de 300, qu'est-ce que je raconte? Quelque chose comme 1000 combattants de Boko Haram. Mais ils ont été défaits par ce camp de militaires au niveau de Dabanga, parce que le renseignement est passé avant, et l'armée s'est bien bonifiée, elle comprend bien quel est le type de réponse qu'il faut opposer à de pareilles incursions sur notre territoire. Et une fois de plus, excuse-moi, je suis souvent avare, mais là, excuse-moi d'applaudir pour cette jeunesse camerounaise, pour l'armée camerounaise. Vous faites du bon boulot, les gars, et je vous félicite pour cela. Du courage à vous qui êtes sur le terrain. Et merci pour tout. Paul, et là, comment comprendre que la France est encore sur le sol africain? Et pendant ce temps, du côté du Mali, là où il y a des installations françaises, on ne parle jamais de bombardement djihadiste. Oui, c'est très curieux. En fait, moi, je rigole parce que finalement, comme je le dis souvent, il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Oui. Parce que, j'ai envie de dire, la mascarade est ouverte comme un livre devant nous. C'est tellement flagrant. Et puis, que l'ONU, à la suite de Parfendum, que l'ONU vienne dire vraiment à la France, en réalité, c'est des petits jeux entre petits copains. Parce que partout où la France est, il y a l'ONU. L'ONU se retrouve là. Oui. Et chacun sait très bien ce que l'autre fait. C'est comme cul et chemise, c'est comme pour les pierres. Donc, vraiment, tout cela n'est qu'un jeu pour embrouiller les esprits des Africains. Et il ne faudrait pas qu'on tombe dans ce piège. Et la France, vous dites, est au Mali et n'arrête pas, enfin, multiplie les bavures, les nids, et la vie continue. La vie continue, et les Africains continuent de dire que les Français viennent nous aider, les Français viennent nous aider à sécuriser. Et est-ce qu'on est obligé de demander l'aide de la France? On n'en a même pas besoin. C'est-à-dire que demander de l'aide, déjà, même ça c'est une mascarade, parce que quand ils disent, on a entendu Emmanuel Macron et son ministre de la Défense plus d'une fois dire que, à la suite justement des dénonciations de l'occupation française par son armée, et on les a entendus dire que ce sont les présidents africains, notamment Ibrahim Boubacar, qui était l'ancien président malien, entre autres,
qui ont demandé à la France d'intervenir. Mais on sait très bien ce que représentent ces présidents et notamment leur connivence avec la France. Donc en réalité, dire que c'est l'Afrique qui a demandé, c'est juste n'importe quoi. Je vous rappelle qu'il y a un certain nombre d'aspects quand on veut immobiliser ou quand on veut embrigader, je ne sais pas le mot le plus juste, en tout cas quand on veut maintenir dans ses chaînes un pays, quand on veut continuer à faire d'un pays son précaré. Vous avez l'aspect économique, vous avez l'aspect militaire, vous avez l'aspect politique et vous avez l'aspect culturel. Tous ces 4 points sont, comment dire, tous ces 4 points sont liés, non seulement liés, oui, mais sont bien entourés et sont bien investis, voilà, par la France et l'Occident. Comme a dit Parfendom, en réalité, la France n'est que l'élément avancé de l'Occident. Oui. Parce qu'en fait, la France ne fait que le jeu et protège le jeu. Oui, protège ses intérêts à elle, mais en réalité, elle fait le jeu de l'Occident tout entier. Vous avez parlé tout à l'heure des Américains qui, en réalité, représentent la principale force que la France utilise et dont la France n'est en fait qu'un sous-traitant. En Afrique, au Mali, la France a quel moyen militaire, je veux dire, pour pouvoir prétendre assurer une soi-disant sécurité au niveau de l'Afrique et notamment des pays où elle prétend qu'il y a des djihadistes. Quand on a un pays qui... Rappelez-vous qu'on parle souvent ici de l'objectif des Français comme étant la France, l'objectif occidental de faire de l'Afrique un continent sans les Africains. Oui. Vous vous rappelez? Mais pour moi, il y a ces 4 points que j'ai cités tout à l'heure. Sur le plan culturel, on a la propagande des médias qui passe son temps à investir les cerveaux, les esprits des Africains pour justement les dénaturer et les déconnecter de leur réalité culturelle et faire d'eux tout sauf des Africains. Sur le plan économique, on a le pillage systématique de nos économies, de notre sol, de notre sous-sol, notamment avec les multinationales qui sévissent partout en Afrique. Sur le plan politique, on a tous les endocolons qu'on connaît, que ce soit à la tête de nos États, que ce soit dans toutes les positions de décision. Et sur le plan militaire, vous avez l'occupation militaire, justement, où en Afrique, vous avez toutes ces bases militaires françaises, vous avez... Donc, sur tous les plans, oui, vous voyez bien que l'Afrique est un projet pour l'Occident, pour faire de ce continent, donc l'Afrique, un continent sans les Africains, donc sans ses habitants originels. Et l'armée, l'occupation militaire, est là pour sécuriser justement ce projet. Et comme l'a dit Parfendom, en réalité, tout ce que... La France a quel espace pour faire je dis à grande échelle. Parlons justement de la superficie, c'est 643 801 km². Exactement. Alors, le Mali, c'est 1 240 000 km². Vous voyez que c'est le double. Et donc, la France a quel espace pour aller faire tous ces entraînements? Et moi, je remercie Parfait parce qu'en fait, il me fait voir un autre aspect que moi, je n'avais pas vu. En réalité, c'est un terrain d'entraînement. C'est des terrains d'entraînement qu'ils cherchent. Et c'est là-bas qu'ils partent faire des expériences. Et comme l'être humain, les Africains, pour eux, ce sont que des cobayes. On voit avec les vaccins, c'est-à-dire que vous vous rappelez qu'au début du Covid et de l'évocation des vaccins en 2020, l'année dernière... Deux professeurs se sont assis sur télé pour en parler. Dire qu'il faudrait commencer par les Africains. Et c'est la même chose avec les armées. Vous avez ces armées-là qui, en fait, même quand on dit les civils qui ont été tués, pour eux, ça ne représente rien. C'est des Africains qui sont morts, donc la vie peut continuer. Et on a envoyé, comme vous avez dit, quelques stagiaires là. On dit, allez essayer un peu avec le drone là, identifier est-ce que ça marche. Il s'est trompé, il a tiré, il a pris un mariage pour cible en pensant que c'était des djihadistes. Il est revenu et leurs chefs ont dit, oh, c'est pas bien grave, on va recommencer l'exercice. Ils sont en territoire de... Mais oui. Et donc, ils ont besoin, mais quand vous apprenez le tir là, quand vous apprenez le tir, vous utilisez quoi comme cible? Des oiseaux, des choses comme... Donc, pour eux, les Africains, c'est des oiseaux, ils viennent donc en Afrique, en champ expérimental, et les Africains sont les cibles de leur jeu. Ils peuvent tuer les Africains sans que personne ne réclame jamais rien. Voilà, donc, la France peut nier comme elle veut, en tout cas, elle l'a toujours fait, combien de dossiers
des crimes français demandent à être déclassifiés depuis le temps, sans que ça n'ait jamais été fait. C'est justement une grande interrogation. Combien d'indépendantistes, parce que là on parle des civils, on parle d'un mariage. Et je vous dis, si on veut convoquer l'histoire, la France est coutumière du fait, il n'y a que des assassinats et des meurtres de civils. Si on convoque l'histoire, combien de chefs d'État africains ont été assassinés? Vous parliez hier des Bob Denard et des autres qui étaient les bras armés de la France. Combien de chefs d'État africains? Plus de 200 chefs d'État africains, dont plus de 60% du fait de la France, parce que justement, c'était des chefs d'État africains qui avaient osé nager à contre-courant des injonctions françaises. Combien d'indépendantistes au Cameroun, Oumniobe, Osende Afana, tous les autres, tous ces gens qui ont été soit tués, soit humiliés, les Lumumba, les Sankara, dont la France en réalité c'est une suite logique. Et donc ce qu'on appelle bavure aujourd'hui, que ce soit effectivement des bavures ou non, la France est coupable et doit payer de ses crimes. Docteur Jean-René Douma, justement, on a l'impression aujourd'hui que la France est criminelle. Elle tue les Africains depuis des siècles. Elle tue les indépendantistes. Elle tue les dirigeants africains. Elle tue les civils. Et jusqu'à preuve de contraire, on n'a jamais entendu dire que la France est accusée de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Pourtant, c'est le cas sur le continent africain. C'est effectivement le cas, puisque si c'était un pays africain, je pense que très rapidement, on aurait déjà... Des représailles. On aurait des représailles sans pareil. Comme c'est la France, et que évidemment on a toujours rappelé ici que c'est le prolongement de l'Occident, c'est le prolongement de la soi-disant communauté internationale. C'est pour ça que rien ne se fait. Rien ne se fait apparemment, parce que une sortie à travers une enquête comme celle que nous avons reçue là, effectivement c'est blanc, bonnet blanc. Oui. Parce que Parfait l'a bien relevé ici. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire véritablement pour que les choses bougent? Parce qu'il est clair que la France n'est pas au Mali pour les beaux yeux des Africains. Du tout, ça a été suffisamment démontré. Il y en a qui ont évoqué le fait que la CPI serait une justice après avoir fait perdre 10 années à deux grands fils de l'Afrique. Je serais même en droit de poser la question de voir qui va dédommager justement Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Au docteur Thomas. Si on peut interpeller quelqu'un et le garder 10 ans et puis après le relâcher et qu'on dise que c'est une justice, alors qu'on relâche en disant qu'il n'y a pas c'est pratiquement un non-lieu. Alors, donc, pour nous, ce n'est pas une justice, mais nous sommes contents parce que ils sont ressortis de là vivants et que nous avons encore l'espoir qu'ils puissent poser des actions fortes pour l'Afrique. Parce qu'ils sont arrivés là-bas, parce qu'ils parlent pour l'Afrique, parce qu'ils parlent vraiment pour le peuple africain, ils ne font pas semblant. Nous avons certains chefs d'État qui sont des marionnettes de la France, de l'Occident, qui sont toujours cajolés, qui sont protégés entre guillemets, et c'est pour ça qu'il est important que le peuple africain et surtout davantage la jeunesse africaine, la société civile, prennent le relais pour dire nous ne voulons plus de base militaire française, nous ne voulons pas de base militaire occidentale en Afrique, nous n'en voulons plus. Nous avons des armées que nous pouvons former davantage, qui connaissent mieux nos territoires, qui connaissent mieux les us et coutumes, n'est-ce pas, de ceux qui viendraient nous attaquer, parce que eux également, si d'une part, on est là pour protéger, pour combattre les terroristes, les djihadistes, etc. Et que 10 années plus tard, 20 ans plus tard, ces terroristes continuent d'avoir le vent en poupe, il faut s'interroger. Ça veut dire que quelque part, il y a le système de sapeurs-pompiers pyromanes, parce que vous ne pouvez pas être suffisamment efficace pour détruire des forces de cette envergure, et chaque fois ces forces prennent en puissance, gagnent en puissance, parce que, évidemment, il y a d'autres sources qui indiquent que les mêmes qui viennent dire qu'ils nous protègent sont ceux qui financent, n'est-ce pas, nuitamment, ces différentes forces-là pour continuer d'entretenir une mission qui n'est pas la mission formellement pilotée dans une région comme le Mali. Donc, il est question que nous,
que le peuple malien, comme il est en train déjà de le faire, que la France écoute au moins une fois, parce que les choses évoluent et les méthodes deviennent plus subtiles. Même si leur objectif reste le même, ils persistent, n'est-ce pas, à atteindre leurs objectifs, mais les méthodes deviennent un peu plus subtiles et quelque part on se dit, si c'est aussi flagrant, on ne sait jamais. Il y a des alliés qui peuvent retourner la veste. Donc la France, tout en avançant, je pense qu'elle est aussi un peu méfiante, de dire qu'il ne faut pas faire ça à ciel ouvert, il ne faut pas tuer les civils et puis accepter qu'on a tué les civils, etc. Mais il est question de réitérer ici que la France est là pour ses intérêts, parce que l'Afrique est immensément riche. Oui. Et nous avons vu des vidéos en RCA, en République centrafricaine, où l'armée française était en train de voler de l'or et du diamant, il faut le dire. Voler l'or, du diamant, etc. On l'a vu en Mondovision. Donc, ça, c'est ce qu'on a vu. C'est ce qui se passe dans des espaces incontrôlables, comme M. Patient Parfendom l'a dit. On ne le voit pas, mais il y a des choses qui se passent effectivement. Donc, les enjeux sont très grands pour que la France, juste comme ça, d'elle-même, décide un jour de se retirer, n'est-ce pas, de la zone sahélo-saharienne et puis des autres zones. Mais nous demandons à la France de changer de stratégie par rapport au partenariat avec l'Afrique, parce que les anciennes formules ont échoué fatalement. Steve, oui. Avec ta permission, il a dit quelque chose de très important que j'avais en tête dans mon propos. C'est va prendre maximum 2 minutes. Allez-y. Je vois parfait. Donc, j'avais ça en tête et il a dit quelque chose, ça m'a rappelé que j'ai oublié. Très important. L'idée d'une sécurisation d'un territoire de façon structurelle, donc dans le temps et dans la durée, venant de forces extérieures est une aberration. En matière sécuritaire, c'est une aberration. Parce que vous ne pouvez pas... La sécurité, c'est d'abord la confiance en les populations. Et c'est la confiance des populations. Vous ne pouvez pas venir d'un autre pays, ne rien connaître de la réalité culturelle de ce pays-là, de la réalité culturelle, sociétale de ces pays, des coutumes, des us, et prétendre venir sécuriser ce pays sur le long terme. J'insiste sur le long terme parce que ça, c'est ponctuel, c'est autre chose. C'est-à-dire que, voilà, on a une situation, on a besoin de renfort, ça va durer quelques semaines, quelques mois, oui. Mais le fait que, depuis 10 ans, on prétend que la France, par son armée et l'ONU même, sont venus sécuriser la RDC, le Mali, la Centrafrique, le Niger, par n'importe quelle force, Barkhane, Sangaris, Serval et tous les noms bidons. Ça n'a juste pas de sens parce que la sécurité a pour base fondamentale la confiance. Et ce ne sont que les populations qui ont confiance en leurs semblables, donc en leurs frères qui sont dans ces armées. On a vu par exemple quand parfois on parle de Boko Haram, c'est parce qu'il y a des populations qui sont positivement complices de leurs frères soldats, qu'elles pourront leur dire, voilà, il y a ci, il y a ça, on a vu ceci. Qui plus est pour une guerre asymétrique comme les djihadistes. Comment vous pouvez sortir de vos pays, vous êtes supposé ne pas connaître un territoire ni les populations et prétendre venir aider les populations à sécuriser un territoire sur lequel il y aurait des djihadistes qui roulent à moto à gauche à droite. Ça n'a juste pas de sens. Bastien Parfait, donc finalement sur le continent africain, alors le continent africain et les pays africains, et surtout l'Afrique francophone, sont les seuls pays qui demandent toujours l'aide de la France lorsqu'ils se retrouvent face à un problème. Comment comprendre cette attitude d'aller toujours vers le bourreau? Et nous sommes bien servis quand nous faisons des efforts pour dire la vérité aux Africains. Que font ces gens-là? Ils coupent le signal de DBS. Mais regardez vos téléphones. Oui, ça a été coupé. Ils coupent le signal de DBS sur Facebook et consorts. Pour que les gens ne suivent pas la vérité que le docteur Luma va sortir ici. Bien sûr. Vous voyez nous sommes en guerre. Ouais. Quand on dit en guerre, les gens disent que vous êtes excessifs. Vraiment, vous êtes des affabulateurs, vous racontez n'importe quoi. Est-ce que la France nous regarde même? C'est faux, ils nous regardent. La preuve, ils ont coupé le signal de DBS. Et ce n'est pas la première fois. Et c'est pas la première fois. Alors, M. Ngos, quand vos trucs là qui font je sais pas quoi, média, machin, là, il dit que oui, DBS vient en 5e position parce qu'ils n'ont que 2 vues. Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est que DBS est permanemment coupé. Contrairement à leurs grandes télévisions qui ont les, je ne sais pas combien de vues, mais qui sont des chouchous.
n'est-ce pas, Ah oui, attends, il faut commencer à dire ces petites vérités. Parce que quand vous les cachez... Attends, maintenant c'est une citation qui dit ceci. Il ne faut jamais cacher au peuple ce que l'ennemi sait. Je répète, il ne faut jamais cacher au peuple ce que l'ennemi sait. Oui. Il faut toujours avoir le courage de dire ça au peuple. Nous sommes en guerre. Et il y a ceux qui sont tolérés et ceux qui sont réprimés, comme nous, parce que nous ne rentrons pas dans le politiquement correct, n'est-ce pas, qui est édité par ces puissances étrangères-là. Mais nous allons continuer de dire la vérité à nos frères. Parce qu'il n'y a que la vérité qui va nous libérer. On ne peut pas faire autrement. La prise de conscience de ce moment que nous sommes passe par le fait qu'il faut qu'on dise la vérité aux Africains où nous en sommes. Alors, pour revenir un peu à votre question, d'abord, moi, ça m'amuse beaucoup ce qui se passe depuis un certain temps. Vous vous souvenez, les Occidentaux avec coronavirus. Oui. AstraZeneca n'est pas fiable, vraiment, je ne veux pas ça, mais il y a les vaccins Pfizer, vraiment, qui sont niqués sur à 100%, machin. Alors, mais je les renvoie dans l'histoire, c'est très important. Les expérimentations de Pfizer au Nigeria contre la polio. Oui. Ça laissait des milliers d'enfants handicapés à vie. Absolument. Quand je vous parle des troupes françaises qui font des expérimentations là, qui sont sur le champ de bataille, qui essaient de faire des entraînements, c'est sur quoi? C'est sur où après eux ils vont tirer les conséquences. Et ils vont évoluer. Ils vont bonifier leur expérience et ils vont évoluer. Pfizer, qui est devenu aujourd'hui la firme pharmaceutique la plus chouchoutée au niveau de l'Occident aujourd'hui, de l'Europe en particulier, a fait des expérimentations mortelles d'un vaccin contre la polio au Nigeria. Et Pfizer a plusieurs condamnations. Plusieurs condamnations. Plusieurs, qu'on ne dit pas. Et vous savez qu'ils ne payent jamais. Hein? Bien sûr. Ils sont toujours dans le dilatoire à ne plus en finir, dans le procès avec dilatoire à ne plus en finir. Donc voilà la réalité. Et AstraZeneca vient de changer de nom. Officiel. Ils ont changé de nom. Non, ça ne m'étonnerait pas. Non, officiel. Vous allez sur... Que le spectateur aille vérifier. Après le scandale, la série de scandales et la suspension et l'annulation dans plusieurs pays, ils ont tout simplement changé de nom avec la bénédiction de l'OMS. Je vous cite ceux qui ne le savent pas sur l'information. Allez voir sur Internet. Vous comprenez la machination et l'escroquerie à ciel ouvert qu'il y a derrière. Donc quand on parle, à la suite, parce que c'est ce que Parfait est en train de dire, quand on parle, il faut comprendre que derrière, il y a des raisons de nous faire taire et très rapidement, pour aller dans ce sens, je me suis retrouvé sur un plateau de radio, sur une chaîne de radio, il y a 2 semaines à la suite de ma lettre ouverte au ministre de la Santé publique et au président de la République sur qui est devenu viral sur les réseaux sociaux et concernant les vaccins et les dangers sur lesquels j'interpellais le gouvernement et le président de la République. Et j'ai fait un plateau radio d'une chaîne que je ne citerai pas, il y a 2-3 semaines. Et évidemment, j'ai exposé, puisque c'est de ça qu'il était question, j'ai exposé le contenu de la lettre et pourquoi je m'inscrivais archi en contre de ces vaccins meurtriers et approximatifs, qui ne sont en réalité même pas des vaccins, mais qui sont encore des expériences et qui font des hommes des cobayes. Vous savez ce qui s'est passé? On a fait l'émission dure à peu près 1h30. Au bout d'1 heure de débat, de paroles, vous savez que je ne sais pas, je sais plus fort que moi, je ne sais pas être autre chose que moi-même. Donc j'étais clair, des droits dans mes bottes et par rapport à mes positions. À un certain moment, le journaliste sort, je vous le dis, s'il nous écoute, il va se reconnaître, je ne citerai pas la chaîne. À un moment donné, au bout d'1 heure, l'émission c'est 1h30. Au bout d'1 heure, on parle, on débat. Son téléphone sonne puisqu'on a la radio et donc on ne le voit pas. Son téléphone sonne, il sort du studio. Il fait 5 minutes environ. Il revient et il dit arrêtez tout, arrêtez tout. Je vous dis ce que j'ai vécu. On dit arrêtez tout. On a tout arrêté. Ils ont lancé la musique. On s'est regardé. Il y avait un médecin aussi sur le plateau. On s'est regardé. On était 3 ou 4 sur le plateau. On s'est dit qu'est-ce qui se passe? Ils dit non, vraiment, on va en parler après. Ils ont lancé la musique. Quand on est descendu, puisque c'était à l'étage, quand on est descendu, au moment de récupérer nos pièces d'identité au niveau du vigile, c'est très important parce que les gens comprennent qu'on n'est pas là, ce qu'on fait là, on ne s'amuse pas et que justement, il y a des gens qui ont des intérêts à nous faire taire. L'intimidation n'est pas finie. On a vu des gens venir vers nous qui ont voulu nous retenir. En tout cas, ceux du plateau qui avaient une certaine position, ceux qui avaient une position contraire, ils n'avaient aucun souci. On a voulu nous retenir. Et on a vu des gens passer des coups de fil. Ils voulaient nous retenir, ils nous retenaient. Et c'est vraiment parce qu'à un moment donné, c'est à la guerre comme à la guerre. On a levé le ton
On a dit, vous ne pouvez pas passer le temps parce qu'ils prétextaient de fouiller nos sacs, machin, ils perdaient du temps et ils avaient déjà passé un coup de fil, on ne sait pas qui. À un moment donné, on a élevé la voix, on s'est libéré de là, on est rapidement monté dans le véhicule et on est parti. Et derrière, le journaliste en question nous a dit qu'il a été réprimé et réprimandé et qu'il risque sa carrière pour le fait qu'il nous ait invités sur son plateau pour dire certaines vérités. Voilà, en fait, excuse-moi, mais c'était important parce que tu allais pour dire aux gens qu'on ne vient, on n'est pas là. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas la première fois. Hein. Il y a vraiment des gens qui ont intérêt à faire taire la vérité et que les Africains comprennent qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe contre leurs intérêts et qu'ils ont intérêt à leur tour à écouter les voix dissonantes des injonctions propagandistes qui veulent primer et oppresser nos libertés. On va laisser Patient Parfait d'Homme terminer son propos. Hein. Non, mais ça me fait sourire. Vous voyez que même ici chez nous, tout n'est pas blanc comme neige. Bien sûr. Bon, voilà. Donc c'est très important à souligner. Premièrement, deuxièmement, ça me rappelle les Libanais qui viennent ouvrir des sociétés au Cameroun. Le gars, par rapport aux impôts, il est comme ça, il est comme ça. Un jour, vous apprenez seulement que la société, il y a eu dépôt de bilan. Il rouvre la même société qui fait la même activité ailleurs, avec un autre nom. Absolument. Donc vous voyez qu'il y a des complicités endogènes aussi puissantes. Bien sûr. Pour continuer de maintenir tendre la tonsure, comme disait quelqu'un. C'est quand même grave ce qui se passe. En fait, j'étais pour dire que il faut que l'Afrique se prenne en main. On n'a pas d'autre choix. Regardons l'histoire des autres peuples, comment ils ont fait pour avancer. Regardons. On ne peut pas avancer avec la couverture, le parapluie des godasses des autres qui nous le prêtent de temps en temps. C'est pas possible. Il faut qu'on avance avec notre propre parapluie et nos propres godasses. Ils peuvent être troués, ça peut être des Cameroun Togo. Bon, les enfants n'ont pas besoin de Cameroun Togo pour comprendre. Et les bateaux là, c'est une godasse qu'on a utilisé à un moment donné dans les championnats au village, ou bien des parapluies qui sont troués. Mais à force, n'est-ce pas, d'être nous-mêmes, nous allons finir par améliorer, avoir de véritables godasses et de véritables parapluies. C'est la même chose dans tous les domaines. Quand je parle de la science, je dis domestiquons la science au sens large du terme, parce que je sais que c'est par là que va venir notre bonheur, notre capacité d'être droit et regarder tout le monde droit dans les yeux. Et pour sortir, si tu me mets dans un village comme l'image que je vois derrière là, je vois des blancs qui encadrent ma mère comme ça, qui a un enfant. Je serais tenté de comploter avec les djihadistes. Hein. Bien sûr. Qui te ressemble. Qui me ressemble, hein. On ne fait pas confiance à un étranger. Il faut faire attention. Bon, si on dit maintenant que, comme les gens braillaient ici dehors, que il faut qu'on débarque au billard, il faut que l'ONU vienne. Moi, je dirais seulement que j'allais rentrer dans ma base à Neubel, j'allais attendre, voir comment un Français va circuler comme ça avec une arme à Neubel pour dire qu'on est venu débarquer bien. Oh, ça devait être la fête. On devait bien s'amuser. Ce qui s'est passé en Somalie, avec le général, le nom m'échappe, avec la chute du Black Hawk, n'était rien. C'est pour dire qu'il n'y a que nous, les Africains, et là, Douma a eu raison, l'aspect culturel, l'aspect sociétal, nous avons les mêmes yeux, nous avons les mêmes coutumes. On peut parler, on peut dialoguer, on peut trouver des points, n'est-ce pas, d'entente. Mais vous avez un type qui vous a colonisé, qui vous a imposé sa langue, qui vous a vendu comme une chèvre pendant 4 siècles, et vous êtes en difficulté, c'est encore le même type qui va venir protéger. Non, incroyable. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, messieurs. Permettez-moi de lire les messages de nos téléspectateurs ce matin. Bonjour, monsieur Ngos, et à votre équipe et à vos invités. Tout d'abord, nous sommes attristés et nous nous inclinons face à ces morts tués pour des raisons stratégiquement militaires et surtout économiques. D'autre part, faut même pas parler de bavure, s'il vous plaît. Merci. Il n'y a pas que la France dans cette histoire et qu'il faut que les gens sachent. Les Africains ne détestent pas les Français ou ne les aiment pas, mais c'est leurs hommes politiques, leurs dirigeants qui suscitent cet événement, cet énervement sur la France, car ce sont des criminels, des assassins, des menteurs, des imposteurs, des falsificateurs, des roublards, et j'en passe. Et voilà, on vient d'arrêter votre émission, soi-disant qu'elle est finie, sachant que j'allais terminer mon message pour vous l'envoyer depuis la France. Y a-t-il d'autres qui ont eu la même coupure de DBS en France, vers 9h45, non 8h45, bon 9h45 de Paris. S'il vous plaît, signalez-vous, c'est Bandapa, David, depuis quand en France?
Là, ils ont remis l'émission sur Facebook, mais ça bug. Le son coupé des fois, les images figées, comme si on était dans un village avec une mauvaise connexion. Pouf! C'est Manapa David qui nous a écrit ce matin pour nous faire comprendre que, eh bien, la guerre a commencé. Bonjour le panel Steve, hier j'étais dépassé de la réponse de l'administration étrangère française suite aux enquêtes de la MINUSMA qui a dit que la frappe ne respectait pas les normes internationales de la protection civile car c'était une cérémonie de mariage. Selon eux, les Français, il y avait des djihadistes armés. Steve, s'il vous plaît, répondez-moi. Donc c'est après la frappe qu'ils viennent donner ces réponses. Qui a donné l'ordre de frapper? Pourquoi ont-ils frappé? Qui donne des armes aux djihadistes? Steve, le combat vient même déjà de recommencer. Ce machin de France ne sont que des criminels. Steve, on ne fête pas encore la libération de Gbagbo et Blé Goudé. Car Simone Gbagbo a affirmé hier sur une chaîne TV que Fatou Bensouda s'était introduite dans un problème sans toutefois avoir les preuves dont Steve, si Gbagbo n'est pas coupable, qui devrait donc être à la CPI. S'il vous plaît, Steve, aidez-moi à bien comprendre ces différentes questions. Ignacio Renaud, qui nous écrit depuis Ndogbo ce matin. Ils sont d'ailleurs très nombreux à nous écrire ce matin. Salut DBS, il faut reconnaître que le Cameroun est un pays atypique. Je ne suis pas d'accord que vous dites que vous viviez une dictature car DBS et Afrique Média ne peuvent pas diffuser dans aucun pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est Lomé au Togo. Enfin, quelqu'un qui nous écrit depuis Lomé au Togo. Le nouveau nom de vaccin AstraZeneca, c'est Vaxzevria. Croire que les firmes pharmaceutiques luttent contre la maladie, c'est comme croire que les fabricants d'armes sont là pour la paix. Ebolo 2 d'Ibola. Bassa PK12. Apindo. Ah, bonjour. Non, le nouveau nom maintenant de AstraZeneca, c'est Vaxzevria. Mais maintenant, j'espère que vous êtes au courant. Vaxzevria. La bouteille change, mais le produit reste le même. Tout ça pour toujours arnaquer les... Bonjour le panel. Dans la nuit de 27 mars, des soldats tchadiens qui sont censés venir sécuriser au Niger sont allés violer des femmes devant leur mari, source de Canal 3 Niger. Avec les témoignages des femmes en question, c'est Adi qui nous écrit depuis Yamoussoukro. C'est du côté de la Côte d'Ivoire. Bon, jusque-là, ce n'est pas une information vérifiée. Il faudra vérifier justement. Bonjour Monsieur Goss, à votre équipe et à vos invités. Tout d'abord, nous sommes attristés et nous nous inclinons face à ces morts tués pour des raisons stratégiquement économiques. C'est toujours Bandapa qui nous a écrit pour nous faire comprendre que jusqu'à présent, il écrit de partout, hein, le mec. Il faut prendre d'autres. Hein. Il écrit de partout, on va prendre quelqu'un d'autre. Bonjour le plateau de l'IBS, belle thématique, je vous en prie. Steve, dites à Monsieur Polela que la soi-disant bavure des Français au Mali n'est pas une erreur des stagiaires, comme il le dit, mais plutôt elle veut justifier sa présence en démontrant la présence des djihadistes dans le territoire du moment où le Mali tout entier a manifesté pour leur départ. Encore merci pour la thématique. C'est Gao qui nous écrit depuis Kirdi, non, du Kirdi. Allons-y rapidement avec les messages. Bon, là encore, c'est des images qu'on nous envoie. On espère les regarder tout à l'heure. Là, c'est toujours la même chose. Là encore, c'est la même chanson. Prenons des messages. Bonjour, monsieur Steve, ici à Niamey. Nous vivons dans la peur. On ne sait pas ce qui va arriver dans les heures qui suivent. Au petit matin, vers 3 heures précises, il y a eu des tirs, des armes lourdes vers la présidence. Francis Yomi, qui nous écrivait hier depuis Niamey au Niger. Il nous dit également aujourd'hui, il est temps que l'Afrique porte plainte contre la France. Elle a beaucoup fait du mal à l'Afrique. Quant aux 19 civils maliens tués par la force Barkhane, elle doit immédiatement quitter en Afrique. Elle n'est pas là pour protéger les Africains, mais plutôt leurs intérêts. C'est Fabrice Yomi qui nous écrit depuis Niamey au Niger ce matin. Bonjour DBS, pourquoi ne pas impliquer les différents mouvements de société civile africaine à votre débat à travers les appels vidéo chaque matin? Par exemple, au débat de ce matin, on aurait voulu entendre ce que comptent faire les sociétés civiles maliennes à l'issue de ce rapport de l'ONU. Je pense qu'il est temps d'impliquer toute l'Afrique à votre débat matinal. Que la force de vos ancêtres soit avec vous pour ce dur combat. Merci, cette personne nous écrit avec le 226. Ça signifie que c'est le Burkina Faso. Merci de nous avoir écrit à vous également ce matin. C'est une belle initiative. Nous allons la prendre en compte. Ne vous inquiétez surtout pas. Nous sommes en pourparlers avec plusieurs d'ailleurs. Bonjour Steve, bonjour à tout le panel, fier de bon travail que vous faites, merci. J'ai des problèmes pour voir DBS ce matin, c'est étrange, qu'à cela ne tienne, je reviens sur la démarche surprenante d'une Française qui a trouvé normal de passer par son ami africain pour émettre son vœu de prendre part à DBS matin avant-hier. J'ai vu l'émission en différé. Je dis ceci, le palais de DBS matin est zen et assure 100% et à tous les niveaux. Le fond et la forme dont la présence de cette Française n'y est pas nécessaire. La chaîne de TV privée française M6 aime débat de l'Afrique et des Africains. Rien qu'avec les panélistes français de souche. Ils n'invitent pas les Africains. Ils ne répondent pas à ceux qui leur font la demande de participer à leur émission alors qu'elle aille là-bas. Ceux qui veulent la voir et l'écouter n'auront qu'à la suivre pour
finir, Steve, s'il te plaît, zappe désormais ce message, ce genre de message, ne les lis plus. Non à leur distraction, nul besoin de pollution sur DBS Matin, comme certaines chaînes le font, avec les gilets jaunes et autres, je ne sais quoi. Bonne continuation, c'est Mimi qui nous écrit depuis le Royaume-Uni. C'est du côté justement de l'Angleterre, on parle du Royaume-Uni. Bon, cette blanche ne nous a pas encore écrit pour nous dire qu'elle participe à l'émission, on verra bien. On l'attend, il n'y a pas de souci. Si elle participe à l'émission. Bonjour monsieur Steve Goss et bonjour à tous tes prestigieux invités et techniciens de DBS matinale. Mon cher frère Steve, je suis tout de même très heureux ce matin pour le président Gbagbo et son ministre Charles Blé Goudé qui sont libres. Et une autre bonne nouvelle, c'est le retour de mon président Badakani sur une chaîne de la place. C'est une victoire pour l'Afrique, mais je reste dans la réserve pour le moment, car les ennemis de l'Afrique ne dorment jamais. Et je crois que nous avons gagné une bataille, mais pas la guerre. Pour le cas du Mali, c'est faux. C'est au peuple malien de sortir toutes les bases militaires françaises de leur territoire. Sinon, ils verront de leurs propres yeux. C'était Rigobert Gaudin-Niemek. Et très bonne journée à vous. Merci à vous, Rigobert Gaudin-Niemek. Toujours depuis Paris, en France. Bonjour à tous les panélistes et en ce qui concerne cette bavure de l'armée française. Il y a une chose qui ne se dit pas. Il y a un document que la France a fait signer à l'État malien qui stipule que la France ne pourra pas être tenue pour responsable sur des bavures causées par ses troupes au Mali. Donc, pour toute réclamation, c'est à l'État malien de gérer. Je l'ai vu sur l'émission Complément d'enquête sur la chaîne M6. Même les journalistes françaises étaient sidérés, oui, sur cette partie du document et ont fait le parallèle sur le cas des enfants violés par des soldats français en RCA. S'il vous plaît, allez sur YouTube et cherchez Complément d'enquête de M6, Eric Freeman de Marché de Passy. Eh bien, il nous fait comprendre que, patient par fin d'homme, la France ne pourra pas être tenue pour responsable sur les bavures causées par ses troupes au Mali. C'est signé, c'est ratifié. Oui, mais c'est toujours comme ça. Les Américains, pareil, en Afghanistan, ils imposent une clause qui dit, quelles qu'en soient les bavures ou bien les crimes qui peuvent être commis par leurs soldats sur ce théâtre d'opération, ils ne peuvent pas être poursuivis par nous quelqu'un en justice. Et c'est pour ça. Les gouvernants signent ça. Mais, et c'est quoi que c'est là, ou bien c'est Douma qui vous le disait? Le gouverneur qui a appelé au secours l'armée malienne, il avait demandé l'avis à qui? À l'armée française. Il avait demandé l'avis à qui? À son peuple, ils sont complices. Même à son parlement. Mais c'est pire, Steve. Au-delà de ne pas être comptable, dans ces contrats, c'est stipulé qu'ils ne sont pas comptables de ces bavures et des morts des civils. Il y a que chaque obus qui est tiré est facturé au pays. Ça veut dire que c'est la présence militaire dans ces pays-là est facturée au gouvernement de ces pays. C'est très grave, messieurs. Ah oui. C'est la même chose avec les vaccins. Hein. Oui. Les laboratoires ne sont pas responsables. Ne sont pas responsables des effets secondaires. On pouvait mourir, on s'en fiche. Voilà. D'ailleurs, on parle d'un mort déjà du côté du Gabon. Voilà. Dans le golfe de Guinée, que c'était. Non, dans le golfe Persique, que c'était vraiment le Moyen-Orient, que c'était plus clair. Toute la guerre que les États-Unis ont fait à Saddam Hussein au Koweït, rubis sur ongle. Tout a été payé par l'Irak. L'Irak. Voilà. Messieurs, tout. Bonjour Steve, à peine tu as commencé l'introduction d'IBS, n'est plus sur Facebook. C'est Edo depuis Chicago, c'est revenu, merci. Le signal est de nouveau parti sur Facebook. Donc ça revient et ça part. Bon, à 8h06, il nous a écrit, à 8h43, c'est reparti. Il est depuis Chicago, il est à Chicago. Lui. La danse mafia, quoi. Et lui, il est à Chicago. Et il nous dit que le signal est parti. Oh, on commence à nous jouer un peu ça. Hein? Le tcha-tcha-beringue. C'est pour décourager nos... Bonjour messieurs, je vous dis tout simplement un grand merci de la manière votre émission est édifiante et éclaireuse. Je crains fort qu'elle ne fasse long feu. Nous sommes en Afrique. Thierry depuis Lomé au Togo. Merci à vous hein, Thierry depuis Lomé au Togo. Pendant ce temps, bonjour le panel, à entendre l'appréciation des journaux africains pour l'affaire Gbagbo. Ça laisse à désirer. Il tombe dans le jeu de ces occidentaux. C'est de la tromperie. Quelle naïveté pour nous, pour gagner leur confiance. Faisons ceci, ils vont applaudir. La France doit partir de l'Afrique sans condition. Qu'ils partent. La France n'a aucune armée valable. Ces gens-là, c'est des gens qui font du service militaire. C'est Mama Messi qui nous écrit depuis Yaoundé ce matin. Qui a tracé les frontières en Afrique. Oui, c'est un sujet que je vais garder, ne vous inquiétez surtout pas. Bonjour Steve Goss et merci à vous et aux panélistes qui nous ouvrent les yeux chaque jour sur la géopolitique du monde et de l'Afrique en particulier. Je suis Fabrice à Douala. Merci à vous Fabrice depuis Douala. Les Russes sont la solution militaire pour l'Afrique pour dégager cette gangrène. Cette personne nous écrit depuis le Bénin ce matin. Steve Goss et son panel, bonjour, merci beaucoup pour le travail que vous abattez pour conscientiser et rappeler à l'ordre certains serviteurs de l'État incarcérés dimanche jour non ouvrable. Monsieur Zamboremi et son cousin Malé ont été libérés hier tard dans la soirée sur l'ordre de monsieur le préfet de l'Océan. Il avait déjà demandé lundi
que les geôliers ont obéi lentement. Monsieur Aïfoulan, Steve Ngos, voulez-vous savoir où se trouve Human Rights Watch? Il est en Centrafrique en train de pondre des rapports sur les prétendus massacres qu'aurait commis l'armée centrafricaine. Parfum d'homme, Kidal, c'est la France au Mali. Quand Macron y va, il atterrit où? À Kidal. C'est le président qui va le retrouver là-bas. C'est monsieur Outou à Efoulan. C'est une bonne nouvelle en tout cas, monsieur Outou depuis Efoulan, pour monsieur Zamborimi et son cousin Malé qui ont été finalement libérés. Nous en parlions encore ce matin pour faire comprendre justement à ces gens-là que ce n'est pas au leucoderme de commander justement les Africains. Bonjour le plateau, bonjour Steve. Tu es en noir, tu es noir ne veut rien dire selon la France. La France a tué Kadhafi en Libye, la France a tué Olympio au Togo, la France a tué Samuel Ndo au Libéria, la France a tué Sankara au Faso. Ce qui est sûr qu'un jour le soleil sortira et la France payera. C'est Amoussou Tchibara depuis Tchamba au Togo. Si la France crée une armée, c'est en Afrique qu'on vient la tester. Une arme, allez savoir, justement. Bonjour Monsieur Ngossi, à tous vos panélistes, je pense qu'il ne faut rien espérer des enquêtes sur cette tuerie. Une fois de plus, on a la preuve que la question de la souveraineté de nos États demeure un élément essentiel pour notre libération. Les soldats français ne peuvent pas faire une bavure pareille en Russie, par exemple, car dans la minute qui suit, Monsieur Poutine va s'occuper de ce dossier avec une ardeur qu'ils n'oublieront jamais. Que dit le chef des armées maliennes? Je vous poserai la question. Il doit saisir ce dossier avec le plus grand intérêt, car s'il ne protège pas les Maliens, qui le fera à sa place? C'est Moto qui nous écrit depuis la Suisse ce matin. D'ailleurs, ils ont signé une clause qui déclare au effort Moto, pour qui nous regarde depuis la Suisse, que jusqu'à preuve de contraire, peu importe la bavure, eh bien, la France ne sera pas responsable. Il y a tellement de messages, messieurs, ce matin. Encore 18 messages. J'espère que je vais en lire un ou deux. Bonjour, Libia, je veux juste vous encourager pour l'effort que vous faites pour l'Afrique, que le Tout-Puissant vous aide. C'est Adjegan qui nous écrit depuis le Togo. Bonjour, monsieur, ainsi que les panélistes Jean Ping et Ali Bongo, qui supportaient Alassane Draman Ouattara, vont aussi passer à la barre. Il faut que les panafricanistes les jettent dans la poubelle de l'histoire. C'est Bouakarl qui nous écrit depuis le Burkina Faso, qui est d'ailleurs votre neveu, hein, il vous l'a dit la dernière fois. J'espère que vous l'avez appelé. Non, c'est lui qui avait besoin de mon téléphone, je lui ai donné. D'accord. Bonjour Steve. La guerre ne paye pas, mais lui qui est là-haut juge ses enfants. Regardez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Chaque jour, il meurt. Les ennemis restent. Le tour de Soro après Bakayoko. Tous vont mourir et les enfants de Dieu mangeront leur repas de deuil. C'est Adja qui nous écrit depuis Douala. Elle est dure d'ailleurs ce matin. Salut Guibia, je pense qu'on doit boycotter la chaîne France 24 parce que c'est leur télé de propagande et de manipulation. Je faisais partie des gens qui soutenaient Ouattara, mais grâce à Dibia, je vois maintenant clair. On a besoin des chaînes comme vous. Longue vie à vous et à Bagbo. C'est Farouk qui nous écrit depuis Lomé au Togo ce matin. Excellent témoignage. Bonjour Steve, les morts ne sont pas morts. Vraiment merci à tous. Le négociateur de la Côte d'Ivoire qui nous écrit également de la Côte d'Ivoire et qui ne laisse pas justement son nom. On sait pourquoi d'ailleurs il ne pourra pas laisser son nom ce matin. Vous êtes nombreux à nous écrire, je ne sais pas si je vais finir de vous lire ce matin. Bonjour Steve, vous êtes la meilleure. Que Dieu vous bénisse. Merci également à vous qui nous avez écrit. Bonjour au panel, je vous le dis. Simplement merci pour votre contribution pour la prise de conscience des Africains, pour leur devenir. Cette personne ne nous a pas laissé son nom. Bonjour les amis, je vous écris depuis le Bénin. J'aime trop votre émission. Je vous encourage tous à nous éclairer sur l'histoire de l'Afrique. Que Dieu vous donne tous longue vie. C'est Béranger depuis le Bénin qui nous a écrit ce matin. Bonjour, juste bonjour à Dibiès, c'est Oumar Bigna qui nous a écrit, lui également, ce matin, Oumar Bigna, qui nous écrit, je ne sais pas dans quelle partie du Cameroun ou alors de l'Afrique. Quelqu'un d'autre qui nous a laissé un voice, on ne lit pas les voices ici, on ne peut pas les entendre non plus. Moi, c'est Senami Fréjus Koussiouédé, promoteur d'une ONG panafricaniste basée à Cotonou au Bénin, juste pour vous faire un coucou et vous apporter tout mon soutien dans ce combat commun que nous menons tous pour la renaissance et la refondation de notre valeureux continent. Merci également à vous qui êtes du côté du Bénin. Vous êtes d'ailleurs très nombreux à nous suivre tous les matins. Bonjour Steve, Boris Kana depuis PK12. Juste pour continuer à dire merci à Paulela pour ses positions. Nous ne céderons plus sur le coup de la peur. Merci encore d'IBS matin. Merci également à vous. Bonjour Steve, j'aimerais savoir si Alassane Draman Ouattara est burkinabé. Pourquoi est-il président de la Côte d'Ivoire? C'est une question, la personne n'a pas laissé son nom. Bonjour à vous les panafricanistes dignes de notre belle Afrique. Je voulais juste noter que si l'Afrique doit vraiment tourner le dos à cette sale France, il ne tient qu'à nous, la jeunesse, de tenir tête à nos dirigeants marionnettes de l'Occident et leurs chefs. S'il vous plaît, est-ce que M. Paul Lela pourrait bien accepter de me laisser son contact? Je voudrais bien être son élève. Dieu vous bénisse, c'est Zik Trésor depuis le 228, cela veut dire depuis le Togo. Vous lui donnerez votre numéro de téléphone tout à l'heure alors. Il veut entrer à votre école.
Vous devez le comprendre. Bonjour DBS, un fidèle téléspectateur depuis Niamey, au Niger. Merci à vous également. Vous êtes très nombreux désormais du côté de Niamey à nous suivre d'ailleurs. Good morning Mr. Steve. We Africans have nothing to gain from the French or European in general. Let them leave us in peace. Brian from Bafang. Oui. Merci à vous, Brian, depuis Bafang. Vous êtes très dur également, vous aussi, ce matin. Les Africains qui avaient dit à Mondovision que si quelques Africains meurent pour le bien des Africains, c'est pas grave. C'est Epangue qui nous écrit, Epangue Franck, depuis Daïdou. Trop de messages. Les Français ne nous quitteront pas de sitôt, car ils ne sont rien sans nous. Ceux sont des sangsues. Merci pour vos thèmes. C'est Monsieur Ngoué Alfred, depuis Douala. Oui, les messages, il y a encore des messages. Bonjour Steve, c'est Fancho. Les images sont figées sur Facebook. Il est 9h20 quand il nous écrit. Bon, les images sont figées sur... je ne sais pas quoi faire, hein, Fancho. Depuis les États-Unis d'Amérique, vous nous suivez. Je ne sais pas quoi vous dire en ce moment. La rediffusion, ils verront la rediffusion. Bon, vous verrez la rediffusion sur DBS tout à l'heure aux alentours de 23h. Patient parfait, on va mettre la clé sur le pinceau. Merci pour l'invitation. Bonjour particulier à mes amis qui sont des exilés ivoiriens qui sont actuellement au Ghana. Je pense précisément à Adama Adjapikas, qu'on ne présente plus, vice-président de FPI. Je pense à mon ami Lale Olivier. Je pense à Kaki Kaza. Je pense à Idriss Ouattara. Ils sont tous nombreux. J'ai vu leur vidéo hier après l'annonce de ce verdict qui redonne la dignité à toute l'Afrique. Ils étaient très contents. Alors je leur dis, tenez bon, continuez de tenir sans oublier le ministre Kone Katina. Vraiment, c'est comme ça. C'est la vie, comme disait malheureusement quelqu'un, Antoine Saint-Exupéry, bien que je sois blanc. Ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Nous Africains, nous avons la lutte cheville au corps. Nous allons continuer de résister jusqu'à ce que l'Éternel et nos aïeux décident de nous prendre auprès d'eux. Docteur Jean-René Douba, merci d'avoir été là ce matin. Merci Steve pour cette invitation. Je réitère que les Africains ne sont pas les ennemis des peuples français, mais non, que pas du tout, nous insurgeons radicalement contre les politiques français, avec tout ce qu'ils font dans notre continent depuis des centaines d'années. Merci. Paul est là, vous allez donner votre numéro de téléphone. On n'est pas obligé de le répéter tout le temps, parce qu'ils le savent quand même. Au 228, au moins ils nous regardent à la télévision, au Togo. Voilà, alors pour tous ceux qui nous regardent et qui veulent rentrer en contact avec African Revival par mon canal, donc c'est le 699 84 98 98 699 84 98 98 avec le plus 237 devant. Je termine en rejoignant Parfum d'Homme. Il m'a beaucoup inspiré décidément sur cette thématique en disant qu'il n'y a pas à s'excuser quand on cite une pensée qui a du sens, parce que la valeur unique qui doit prévaloir, c'est la valeur humaine. Qu'on soit rouge, qu'on soit blanc, qu'on soit noir. Très bien. Ne nous trompons pas de combat. Et je reprends donc et je termine par cette citation qui est forte à propos de Saint-Exupéry. Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Donc, ne baissons pas les bras. On a quelque chose de très intéressant qui s'est passé hier avec l'acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. C'est le fruit de la lutte. Chers Africains, prenons connaissance de notre intérêt à nous libérer des géoles occidentales, aussi bien culturelles, économiques que militaires. Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Merci messieurs d'avoir été là ce matin pour cette autre édition de DBS Matin, la première du genre de ce mois d'avril qui démarre en trompe. Il fut un temps où le 1er avril était la journée du mensonge. Mais bon, ce n'est pas le grand mensonge. Poisson d'avril. Poisson d'avril. Allez savoir. J'imagine si c'était aujourd'hui qu'avait lieu le procès de Gbagbo, les gens auraient dit ah non, c'est un poisson d'avril. Merci à toute l'équipe technique qui nous accompagne, à Stéphane, et sans oublier à Bias Dalé qui nous a accompagnés. Merci à toute la réalisation, merci à toute la direction également de nous avoir accordé encore ce temps pour arriver justement à il faut le dire comme ça, à cette édition. Messieurs, avant de terminer, retenez ceci. La négritude, à mes yeux, n'est pas une philosophie. La négritude n'est pas une métaphysique. La négritude n'est pas une prétendue conception de l'univers. C'est une manière de vivre l'histoire dans l'histoire. L'histoire d'une communauté dont l'expérience apparaît, à vrai dire, singulière avec ses déportations de population, ses transferts d'hommes d'un continent à l'autre, les souverains de croyances lointaines, ces débris de culture assassinés. Comment ne pas croire que tout cela, qui a sa cohérence, constitue un patrimoine? Et faut-il davantage pour fonder une identité? Se demandait encore Aimé Césaire.
Au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition de DBS Matin. Bonne journée à toutes et à tous.